Alors, Manuela, aujourd'hui, à notre micro, une personnalité, on va dire, israélienne. Bon, c'est pas qu'il est super connu, c'est pas le propos, mais en tout cas, il part en Égypte très régulièrement pour favoriser les exportations israéliennes, donc dans notre pays voisin, dans ce pays voisin. Il était déjà au micro d'Israël Sababa au début de la Révolution arabe, et aujourd'hui, on avait envie d'entendre de sa bouche la situation, le quotidien, le yom-yom, comme on dit en hébreu, sur le terrain en Égypte. Bonjour Daniel Porat. Bonjour chers auditeurs. Alors, racontez-nous un petit peu comment ça se passe, vous qui êtes un homme d'affaires israélien et qui travaillez en Égypte. Comment ça se passe sur place? Ça se passe de plus en plus mal, c'est un fait. Hein. C'est pas un secret. La presse, les médias, ce que vous voyez sur Internet, sur la télévision, ne ment pas. Maintenant, il ne faut pas non plus exagérer. Le pays il tourne encore. Mais ce que je voudrais préciser, c'est qu'en fait, ce qu'on a parlé de révolution, il n'y a pas eu de révolution, il y a eu un coup d'État qui s'appelle, ça sert l'envers du décor, enfin c'est la réalité. Il y a eu simplement un coup d'État qui est pris par l'armée. L'armée ne voulait pas que le successeur de Moubarak soit son fils, et donc a laissé avancer ces élections qui sont légèrement truquées ou qui sont organisées sans but précis d'amener une démocratie comme le présentent les journalistes européens. Alors, et la presse. Oui. Vous dites qu'il n'y a pas eu de révolution, mais comment on peut dire ça? Non, il n'y a pas de révolution. Ce qui était continue. Rien n'a changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont descendus dans la rue pour rien? Pour rien. C'est du cinéma. Un coup d'État devait être fait d'une manière le plus propre possible. À ce niveau-là, l'armée a bien préparé son coup, a tout organisé. Ça veut dire quoi? L'armée a monté les populations? À laisser faire. Si de toute façon tout ce qui se fait et tout ce qu'on entend, c'est l'armée ne veut pas, ça ne se passe pas. De la même manière, quand ça s'est passé avec le personnel qui était dans l'appartement du consulat israélien au 14e étage d'un immeuble, l'armée a laissé ce qu'on appelle la racaille. La population leur laisse un peu comme des chiens enragés, leur laisse partir, faire quelques petits coups comme ça, et pour détendre un peu la situation, pour faire baisser la pression sur la population qui n'a rien à manger. Daniel, vous parlez de racaille, c'est ça en fait, c'est surtout des pauvres gens. Je traduis une population qui est enragée, que tu peux pas vraiment contrôler. C'est comme des animaux qui sont en cage, que tu sors à un moment donné pour pouvoir sortir leur rage. Ils ont une rage de personnes qui n'ont rien à manger, rien à boire, qui se lèvent le matin. Daniel, qui n'ont pas d'avenir. Voilà, dans la presse aujourd'hui, on parle de misère et de faim. Est-ce que vous le voyez, vous, sur le terrain? Seulement on le voit, mais c'est catastrophique. Même mes enfants, ils m'ont dit, papa, on voudrait venir avec toi en Égypte. J'ai dit, je voudrais même pas que vous voyiez ce que je vois. Et alors, décrivez-nous un petit peu ce que vous voyez, parce que c'est difficile de mettre une réalité derrière des mots qui ça ne parle pas aux gens, forcément, on ne se rend pas compte dans quel Est-ce qu'on peut se rendre compte, quelqu'un qui va dormir le soir dans son lit et qui a rien du tout, ni dans le frigo, ni dans l'armoire, et qui n'a pas d'argent pour acheter demain. D'accord? Alors, nos ancêtres, dans la Bible, on parle de la manne, c'était une épreuve de foi envers Dieu qui leur donne le lendemain de la nourriture. Dans les Égyptiens, ils n'ont pas ce cadeau. Le lendemain matin, ils se réveillent, ils n'ont rien, et le soir après, ils vont probablement aller dormir, avoir pratiquement rien mangé. Ils vont récolter minimum qu'ils peuvent avoir, c'est la nourriture, c'est ce qu'on appelle le foul, c'est une sorte de gros pois chiches, je sais pas comment on dit ça en français, des fèves, des fèves qui sont bouillies, qui sont cuites, il va le prendre avec quelques épices, le verre de thé, une pita. Et les magasins ne sont pas achalandés? Les magasins, d'abord, ceux qui sont achalandés, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Okay. Et puis le niveau de la qualité des fruits et des légumes qui est proposé est triste. C'est triste. Cette pauvreté, j'imagine, renforce l'antisémitisme et l'antisionisme. Est-ce que vous, en tant qu'Israélien, vous sentez maintenant sur place beaucoup d'agressivité, de tension? Comment réagissent les gens, les hommes d'affaires égyptiens vis-à-vis de vous? Bon, il y a deux parties. Il y a la population, la masse que je ne rencontre plus vraiment comme avant.
il y a quand même sur les 90 millions d'habitants, on va dire au moins 10 millions d'habitants qui vivent dans les villes, qui ont compris que l'histoire de l'antisémitisme, ça veut rien dire du tout. Ils voient en Israël, ils voient justement un juif, un peuple qui a réussi, qui arrive à manger, qui est libre, qui est indépendant. Ils sont jaloux de ça et plus tellement dans le côté religieux antisémite tel que le présentent dans les médias ou laissent présenter les gens de la religion islamiste, oui. etc. Non, on peut rencontrer dans la rue, ils savent qu'on est juif, ils savent qu'on est israélien, et ils respectent, et ils sont chaleureux, ils sont gentils, ils sont agréables, ils sont pas des gens violents. Et de toute façon, les gens que je rencontre, ils veulent faire du commerce, ils veulent avoir à manger, ils savent qu'on a la clé de l'eau potable, ils ont un problème. Ceux qui y réfléchissent un peu, qui voient que dans quelques années, le Nil est totalement pollué, il n'y a pas de source d'eau, les gens ont de l'eau de très mauvaise qualité au robinet, les solutions, c'est Israël qui les a le plus proche d'eux, ils le savent, et ceux qui le savent, ils essayent de se rapprocher de nous. En tout cas, c'est bien simple. Personne qui va prendre la politique, qui va prendre en main le pays, sait très bien qu'il ne peut pas rompre avec Israël. Alors, Daniel, justement, vous parlez de rompre avec Israël. La paix est glaciale entre Israël et l'Égypte. Oui. Notamment les frères musulmans qui s'avancent vers le pouvoir font des déclarations anti-israéliennes virulentes, bien qu'ils aient annoncé haut et fort qu'ils respecteraient les traités internationaux. Voilà. Je crois que c'est ça la réponse. Hein. Ils vont parler, mais ils vont agir différemment. Alors pour le peuple, par rapport au peuple, par rapport à celui qui fait son discours à la mosquée et qui va galvaniser son peuple, il y a un discours, mais dans la pratique, la réalité est différente. Celui qui prendra des responsabilités, il sait qu'il ne peut pas casser, couper ce pont. C'est une sorte de mariage catholique. Israël a travaillé là-dessus pour obliger cette dépendance de l'Égypte vis-à-vis d'Israël. Une partie de la technologie, il y a des clés dans le domaine. Il y a des industries qui sont israéliennes, que si Israël doit partir, ça va amener 30 000 personnes qui n'auront rien à manger le lendemain matin. Alors le parti de la religion ici n'aura pas, ne sait pas quoi répondre. Il y a d'autres pays peut-être qui ont de l'argent et qui peuvent s'amuser à être. Mais pas l'Égypte. L'Égypte ne peut pas. L'Égypte n'a pas de moyens. N'a pas les moyens, par exemple, que l'Iran avait il y a 30 ans quand ils ont fait cette révolution islamique. Il n'a pas les moyens de sa politique et ils savent très bien qu'ils ont besoin de l'armée. Sinon, c'est le chaos complet. C'est le chaos complet. Ça veut dire que pour l'instant, l'armée tient. Elle lâche un peu du lest par-ci, par-là. Mais ça peut être le chaos, quoi. On peut s'orienter vers cette situation. En tout cas, Daniel, merci beaucoup. Merci pour votre témoignage, d'avoir Daniel. répondu à notre appel. Et puis, bien écoutez, à bientôt. À bientôt dans Israël Sababa. Et faites attention à vous, hein. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Au revoir.